Aujourd'hui, nous plongeons dans un nouveau mystère. La lettre du prince de Dorne, remise au roi Aegon Ier, mettant fin à la première guerre dornienne, aux guerres de conquête, et établissant un traité de paix éternel avec Dorne. Comment Aegon le Conquérant aurait-il pu accepter la paix après tant de pertes, et notamment le décès de sa sœur épouse Rhaenys, dans cette guerre décrite comme l'une des plus terribles de l'histoire de Westeros? Pour essayer de comprendre cette décision, il est crucial de dresser le portrait d'Aegon le Conquérant, un homme extraordinaire. Plutôt que retracer sa vie, partageons une analyse de cet homme focalisée sur un unique objectif: unir tous les hommes contre la menace des marcheurs blancs. Le roman Feu et Sang nous offre un aperçu de sa mentalité et de son comportement singulier. Bien qu'il fût compté parmi les plus grands guerriers de son temps, avec son épée en acier valérien Feu Noir, il ne trouvait aucun plaisir dans les combats et ne participait jamais aux tournois ni aux mêlées. Sa monture, la Terreur Noire Balerion, lui servait uniquement à voler vers la bataille ou à se déplacer rapidement sur terre et sur mer. Son impérieuse prestance attirait les hommes sous ses bannières, mais pourtant, il n'avait aucun ami proche hormis Orys Baratheon, le compagnon de sa jeunesse. Devenu roi, il plaçait une confiance absolue en son conseil restreint et en ses sœurs, leur laissant une large part du gouvernement du royaume au jour le jour, mais reprenant le contrôle quand il le trouvait nécessaire. Malgré sa sévérité envers les rebelles et les traîtres, il n'hésitait pas à tendre la main aux ennemis du passé qui ployaient le genou. Cela nous montre clairement que le roi des rois était détaché des passe-temps et autres joyeux plaisirs du commun des mortels. Il était d'une maturité extrême, d'une sagesse profonde. Il semblait froid et sombre au premier abord. Mais ce n'était pas de la froideur maléfique, si je puis dire, mais plutôt un sérieux extrême, utilisant chaque seconde de sa vie afin de toujours faire avancer son unique but, l'union de tous les hommes. Tous les membres du conseil restreint étaient d'accord au moins sur un point. Le conquérant fut épuisé de cette guerre, mais il voulait continuer pour tous les gens ayant perdu la vie dans la guerre de Dorne, notamment celle de sa sœur Rhaenys. Arrive donc la lettre du prince de Dorne. Je vous mets un court passage de ma vidéo des guerres de conquête, où cet important passage est cité. En 13, Merya Martell, le crapaud jaune de Dorne, mourut dans son lit. Son fils lui succéda comme seigneur de Lancélion et prince de Dorne. Âgé de 60 ans, sa santé était déjà déclinante, et le nouveau prince de Dorne n'avait aucun goût pour de nouveaux massacres. Il entama son règne en dépêchant une délégation à Port-Réal pour restituer le crâne du dragon Meraxès et présenter au roi Aegon des termes de paix. Sa propre héritière, sa fille Deria, conduisait l'ambassade. À Port-Réal, les offres de paix du prince allaient se heurter à une vive opposition. La reine Visenya y était farouchement hostile. Pas de paix sans soumission, déclara-t-elle, et ses amis au conseil du roi reprirent ses paroles en écho. Orys Baratheon, qui était devenu aigri avec les années, proposa qu'on renvoie la princesse Deria à son père avec une main en moins. Lord du Rouvre expédia un corbeau, suggérant qu'on vende la dornienne dans les plus crapuleux bordels de Port-Réal, jusqu'à ce que chaque mendiant en ville ait pris son plaisir avec elle. Le conquérant allait balayer toutes ces déclarations. La princesse Deria était venue en émissaire sous une bannière de paix, et jamais on ne lui ferait aucun mal tant qu'il serait là. Le roi était las de la guerre, tous s'accordaient sur ce point, mais concéder aux Dorniens une paix sans soumission reviendrait à affirmer que sa sœur bien-aimée Rhaenys avait péri en vain, que tout ce sang et ces morts n'avaient servi à rien. De ce fait, les seigneurs de son conseil restreint le mirent en garde. Au surplus, une telle paix passerait pour un signe de faiblesse et risquait d'encourager de nouvelles rébellions qu'il faudrait alors réprimer. Aegon savait que le Bif, les terres de l'orage et les marches avaient terriblement souffert des combats et qu'il ne pardonnerait pas ni n'oublierait. Même à Port-Réal, le roi n'osait pas laisser les Dorniens sortir de Fort Aegon sans une puissante escorte, de crainte que le peuple de la ville ne les taille en pièces. Pour toutes ces raisons, écrivit plus tard le grand maître Lucan, le roi se disposa à refuser les propositions de Dorne et à poursuivre la guerre. C'est alors que la princesse Deria remit au roi une lettre cachetée de son père. « Pour vous seul, votre grâce ». Le conquérant lut les mots du prince en session ouverte, le visage pétrifié, silencieux, tandis qu'il siégeait sur le trône de fer. Quand ensuite il se leva, dit-on, du sang lui coulait sur la main. Il brûla la lettre et n'y fit plus jamais allusion. Mais cette nuit-là, il enfourcha Balerion et s'envola pour traverser les flots de la baie de la Nera vers Pendragon et sa montagne fumante. À son retour le lendemain matin, Aegon Targaryen accepta les termes proposés par le prince de Dorne.
Peu de temps après, il signa un traité de paix éternelle avec Dorn. À ce jour, nul ne peut dire avec certitude ce que pouvait contenir la lettre de Deria. Certains affirment que ce n'était qu'une simple supplique d'un père à un autre, des mots sincères qui touchèrent le cœur du conquérant. D'autres assurent qu'elle dressait la liste de tous les seigneurs et nobles chevaliers qui avaient perdu la vie durant la guerre. Le grand maître Clegg, qui arriva à Port-Réal bien des années plus tard, conclut que Dorn n'avait plus la force de se battre. Poussé par le désespoir, suggéra Clegg, le prince Nimor aurait pu menacer, si sa paix était refusée, d'engager des sans-visages de Bravos pour tuer Aenys, le fils et héritier du roi Aegon. Cela se peut, mais nul ne le saura jamais vraiment. Ainsi allait s'achever la première guerre dornienne et les guerres du dragon. Nous avons donc Dorn, qui n'a plus la force de se battre, ou encore le prince de Dorn qui menaça Aegon d'engager les sans-visages afin de tuer son héritier Aenys. Il faut prendre en compte aussi, c'est important, que la lettre n'a pas été livrée dans l'immédiat, mais seulement après qu'Aegon était sur le point de rejeter l'offre de paix. Première théorie. Dorn connaissait la prophétie de la longue nuit. Avant tout, nous devons nous demander pourquoi le conquérant est directement allé sur Pendragon après avoir lu la lettre. Visenya se trouvait à Port-Réal à ce moment-là. Ce n'était donc pas pour discuter avec elle de cette lettre. Je pense que le conquérant avait besoin de méditer seul, afin d'y voir plus clair. Cette action du conquérant est plus qu'importante, et si nous pouvons éclairer son comportement, cela pourrait nous aider à y voir plus clair. Les visions sont une religion pour les Targaryens. C'est une vision qui les a sauvés du fléau, et Pendragon est leur temple sacré, contenant toutes les archives et secrets prophétiques. Peut-être que le prince de Dorn était lui aussi au courant de la prophétie concernant les marcheurs blancs. Peut-être qu'il voulait attirer l'attention du conquérant sur les dessins se trouvant dans les grottes de Pendragon, comme preuve qu'il ne plaisante absolument pas. Et Aegon serait allé les observer à nouveau, afin d'y voir plus clair. Ou peut-être que le prince de Dorn lui a précisé que plusieurs de ses illustrations étaient aussi présentes dans les terres de Dorn, dans des archives de la légendaire princesse Nymeria par exemple. Car la longue nuit de Westeros n'est pas la seule. Le grand empire de l'Aube par exemple aurait affronté le lion de la nuit et ses démons, et les 5 forts pourraient être un second mur érigé afin de les repousser. Théorie numéro 2. Dorn offre la dépouille de Rhaenys à Aegon. Cette théorie est l'une des plus citées par la plupart des fans du monde entier. Le retour du conquérant à Pendragon, directement après avoir brûlé la lettre, pourrait être du fait que la lettre mentionnait que le prince de Dorn, par respect, avait envoyé la dépouille de Rhaenys par bateau à Pendragon. Aegon y serait allé pour lui offrir une fin digne de son nom et des Valériens, brûlés par le feu de Balerion. Théorie numéro 3. Aegon aurait tué Rhaenys. Aegon et sa sœur Visenya, après la prétendue mort de Rhaenys, ont laissé leur furie se déchaîner et ont brûlé à plusieurs reprises bon nombre de châteaux de Dorne, au point où les dunes autour de d'Enfer finirent par se vitrifier. Et si Rhaenys avait survécu à sa chute, et que le prince de Dorne avait dit au conquérant qu'à l'époque, la princesse Meria Martell avait envisagé la solution de négocier, mais que Aegon et Visenya dans leur fureur l'auraient accidentellement tué lors de leurs terribles représailles. Ce serait une leçon pour le conquérant. Utiliser une arme comme un dragon peut vous donner le pouvoir suprême, mais aussi forger vos plus grands regrets. Théorie numéro 4. Le prince de Dorne, Nimor, fait du chantage à Aegon en menaçant de révéler qu'Aenys n'est pas son fils. Nous savons avec certitude que seule Visenya avait des relations exclusives avec Aegon. Rhaenys, quant à elle, côtoyait des gens du peuple, des bardes et autres hommes du commun. Et le roman Feu et Sang souligne le fait que les maîtres se disputent sur le fait que Rhaenys a survécu ou non à sa chute. Et si retenue captive par Dorne, elle aurait révélé sous la torture des informations que les Dorniens voulaient afin de les utiliser contre le conquérant, comme par exemple le fait qu'Aenys n'était pas le fils d'Aegon, comme la rumeur le disait dans les 7 couronnes, mais plutôt le bâtard de l'un des amants de Rhaenys. Et nous savons aussi que les bâtards sont bien traités et respectés à Dorne. La lettre expliquerait donc que les Martell seraient prêts à garder cette terrible révélation secrète en échange de la paix. Théorie numéro 5. Le prince de Dorne, Nimor, tenta de sauver Rhaenys. Toujours lié à Rhaenys, il ne faut pas oublier que le comportement d'Aegon envers Dorne, après la lettre, a totalement changé. Aegon rendait visite aux Martell avec son fils Aenys des années plus tard, montrant clairement qu'il les tenait dorénavant en très haute estime et en respect.
Peut-être que le prince de Dorne lui aurait dit que Rhaenys, qui avait été au bord de la mort durant son passage dans les cachots de Dorne, avait vu le prince Nymor tenter de la sauver, en utilisant son influence, mais qu'après la mort de Merya Martell, le crapaud jaune de Dorne, et la prise de pouvoir de son fils, Rhaenys aurait malgré tout succombé à ses blessures. Cela expliquerait pourquoi Aegon serait devenu plus compatissant envers le Dorne du règne du prince Nymor, sachant que ce dernier avait essayé de sauver sa sœur. Théorie numéro 6. Rhaenys aurait trouvé l'amour à Dorne. Nous savons que Rhaenys était l'exact opposé de Visenya. Visenya était froide, l'une des plus grandes guerrières de tous les temps, sorcière à ses heures perdues selon les rumeurs, et surtout impitoyable. Rhaenys, quant à elle, était joyeuse, aimable et appréciait la compagnie des gens du peuple, et se liait d'amitié, ou plus, avec plusieurs d'entre eux. Cette théorie voudrait que Rhaenys, sous le règne du prince Nymor, peu après la mort de sa matriarche, ait rencontré un homme dont elle soit tombée éperdument amoureuse. Il est crucial de noter dans cette théorie que le conquérant n'a aimé dans sa vie avec un amour profond qu'une seule femme, sa sœur Rhaenys. Cela pourrait donner du poids à cette théorie, car comme on dit, l'amour rend aveugle, et beaucoup d'êtres humains acceptent des choses qui, au premier abord, ne les enchantent pas, mais qui par amour laissent de côté leur premier choix pour accepter ce que d'ordinaire ils n'accepteraient jamais. Mais d'un autre côté, comment les Dorniens auraient pu accepter que Rhaenys vive parmi eux, avec toute la mort qu'elle, le conquérant et Visenya ont répandue à travers Dorne? Cela reste un mystère et surtout, Rhaenys aurait-elle accepté de ne plus vivre auprès de son fils Aenys? Encore une fois, nous avons confirmation, comme dit plus tôt, que le conquérant, dans les années suivant la guerre, rendait visite aux Dorniens avec son fils Aenys pour célébrer la paix entre les deux contrées. Peut-être allait-il voir Rhaenys afin qu'elle soit de temps en temps proche de son fils. Théorie numéro 7. Et si la lettre disait tout simplement « Salut, c'est George, je pense qu'il faut finir la guerre afin que je me concentre sur les livres de l'histoire principale. » Je plaisante bien sûr. Il en est ainsi, mes chers seigneurs et dames. Pensez-vous que l'une de ces théories pourrait être la réalité? Ou alors avez-vous d'autres idées? Si c'est le cas, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une douce soirée. Bye bye.